sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous pour contribuer à faire de ce monde un paradis. Je m'appelle Marilyn Canin, je suis guide raélienne à Paris. Aujourd'hui, nous commençons une série d'interviews sur le thème d'un nouveau modèle de société qui s'appelle le paradisme. Donc, nous aurons un rendez-vous le dernier samedi de chaque mois à 13h heure de Paris, et ce pendant 10 mois. Nos invités seront les personnes qui développent et font la promotion de cette idée dans le monde politique, associatif et personnel. Donc Jean-Pierre, qui est l'animateur de cette heure, aura le plaisir de vous les présenter dans quelques instants. Alors, cette idée du paradisme vient d'une civilisation extraterrestre très en avance sur notre humanité, qui a développé ce modèle dans son monde et qui nous en propose les idées pour que nous aussi, nous réussissions à faire de la planète Terre un paradis. Donc, cette idée de paradisme s'appuie sur le contenu des messages délivrés en 1973 à Raël par un extraterrestre d'une civilisation scientifique avancée. Alors, que disait ce message? La vie sur Terre n'est pas le fruit d'une évolution du hasard, mais bien le résultat d'une création. Pas d'une œuvre divine, mais d'une création en laboratoire, effectuée par des êtres maîtrisant parfaitement la génétique et la biologie cellulaire, comme nos scientifiques actuels les plus avancés commencent à le faire. Donc c'est en résumé ce que les Elohim, ces extraterrestres très en avance sur notre civilisation, avaient dicté à Raël dans le cratère d'un volcan d'Auvergne où il l'avait attiré télépathiquement en décembre 1973. Donc il n'existe ni Dieu, ni âme, ni évolution du hasard. Toute vie sur Terre a été créée scientifiquement en laboratoire par un peuple venu d'une autre planète. Ce peuple-là, dans certains écrits anciens, est appelé Elohim, et ce mot a été injustement traduit par Dieu, alors que ce mot est pluriel, et ce qui signifie ceux qui sont venus du ciel, le singulier étant Eloah. Grâce à leur parfaite maîtrise de la génétique, de la biologie moléculaire et de l'ADN, les Elohim ont créé toute forme de vie sur Terre, les bactéries, les insectes, les mammifères, les plantes, et finalement, ils ont décidé de créer un être humain à leur image et à leur ressemblance, et voilà, nous sommes là, nous sommes la copie parfaite des Elohim. Donc après avoir fait quelques séjours sur la planète Terre, les Elohim sont repartis chez eux, mais à certaines époques, pour nous faire ils nous ont laissé progresser par nous-mêmes, et à certaines époques, ils ont décidé d'envoyer des prophètes à des dates bien précises, dans des moments où l'humanité avait besoin de peut-être de petites pistes pour conduire sa société. Donc les prophètes, qui sont en réalité des messagers, qui avaient donc pour mission d'aider l'humanité à passer les étapes difficiles de son avancée. Donc parmi ces prophètes, on peut citer Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, Élie, Joseph Smith, Kimpavita, Kimbangu, une quarantaine de prophètes, alors je dis bien hommes et femmes, sur tous les continents. Ces prophètes avaient pour mission de préparer notre humanité à l'âge que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse est un mot grec qui signifie bien sûr révélation et non pas fin du monde. Et donc, le 6 août 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes entrés dans l'âge de l'Apocalypse. Ça a été marqué par l'explosion de la première bombe atomique sur Terre, et ça signifiait le début de la manipulation de la matière. À ce moment-là, les Elohim ont estimé que les humains avaient atteint un niveau scientifique qui allait leur permettre de comprendre leur origine sans mysticisme. Donc en 1973, ils nous envoient leur dernier prophète, le prophète Raël, à qui ils ont confié 2 missions. La première mission, c'est de révéler la vérité sur nos origines scientifiques. La deuxième mission,
confié à Raël, c'est de construire une ambassade dans laquelle ils vont venir officiellement prendre contact avec l'humanité. Donc, dans le message donné à Raël, les Elohim nous disent que nous pouvons construire un paradis sur Terre, comme ils l'ont fait chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce nouveau modèle de société le paradisme. Alors, on va commencer par une question fondamentale. Comment définir le paradisme et en quoi diffère-t-il des autres systèmes sociopolitiques, nous demande-t-on souvent. Donc, on peut dire que le paradisme peut être vu comme une révolution sociale basée sur une transformation profonde de notre rapport à l'autre et au monde qui nous entoure. Et contrairement à d'autres systèmes qui reposent souvent sur des structures hiérarchiques et compétitives, le paradisme met l'accent sur la coopération, le partage et l'harmonie entre les individus. Le paradisme s'appuie sur 5 piliers: l'amour, le progrès, le partage, la guidance humanitariste et le bonheur. Et ce sont ces piliers que nous détaillerons au long de ces 10 rendez-vous. Donc le premier pilier, c'est l'amour. L'amour qui est une force motrice pour le paradisme. Et donc maintenant, je laisse la parole à Jean-Pierre qui va développer ce thème, ce magnifique thème pour faire avancer l'humanité avec nos invités. Eh bien, quel programme! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Marilyn. Je voudrais ajouter quelques paroles de leur ambassadeur sur la terre, Raël, qu'il a prononcé il y a quelques années entre nous dans un séminaire de guide. Voici les quelques mots qu'il avait lancés à cette époque-là. J'ai reçu cette mission de d'ambassadeur et de guide. Je vous ai invité, il s'adresse aux Raéliens, je vous ai invité à me suivre et à m'aider à éclairer cette humanité. Vous l'avez fait. Je vous ai invité aussi à marcher à mes côtés pour faire avancer cette mission. Nous avons marché ensemble côte à côte. Je vous demande maintenant, c'est ce qu'il disait à ce moment-là, je vous demande maintenant de marcher devant moi et de construire l'ambassade. Et nous, les Raéliens, aujourd'hui, nous avançons devant notre prophète. C'est la mission, en fait, qu'il nous a demandé. Il a fait son temps de guide et il nous a dit maintenant, c'est à vous de prendre le relais, de jouer. Vous êtes les guides de l'humanité, les ambassadeurs des Elohim. Alors, quelque part, on va tenter d'être les meilleurs ambassadeurs possibles pour, comme l'a dit Marilyn, vous faire découvrir un petit peu le monde que ces Elohim ont mis chez eux, leur système, mais on va l'adapter à nos besoins ici sur la Terre. Voilà, en gros, on va découvrir là-dessus. Mais comprenez bien que nous parlons, nous maintenant, donc, euh, en tant qu'ambassadeurs des Elohim à notre tour. Alors, comment allons-nous pratiquer là? Nous allons donc avoir des intervenants qui vont nous faire plaisir de découvrir un petit peu ce que c'est que le paradisme, mais même pas qu'un petit peu, parce que je les connais, ils vont faire avancer merveilleusement les choses. Alors, on était prévu trois invités, deux sont arrivés, et puis un autre a dû être, je sais pas, peut-être couler, ou bien il a dû sombrer entre l'Atlantique, entre le Canada et ici. Mais il arrivera peut-être en cours de route, je ne sais pas, où il y a peut-être un petit incident. Donc, Marilyn a évoqué qu'il y avait 5 piliers dans le paradisme. Alors, le paradisme, qu'est-ce que c'est? C'est déjà quelque chose d'important. C'est un modèle. Il faut comprendre que c'est un modèle de société. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une imposition qui est là, obligatoire et autres. C'est une réflexion que nous humains nous devrions mener de manière à ce que, on puisse peut-être transformer un petit peu ce monde dans lequel on est, parce que actuellement, vous l'avouerez, on est un petit peu dans du trouble, presque dans du chaos et même voire de la catastrophe ici et là sur la planète Terre. Alors, mes amis, mes intervenants, donc je vous présente, donc je vais tâcher de ne pas abîmer son prénom parce qu'à chaque fois je l'abîme. Tu me dis, tu me corriges. Hein. Wukusa, c'est ça. Hein. Donc, qui est responsable donc du paradisme, de la diffusion du paradisme sur Kama. Alors Kama, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Afrique, hein, toute l'Afrique là-bas. Donc, il est responsable de la diffusion du paradisme sur Kama. Et puis nous avons donc Ananta, hein, qui est responsable donc de la diffusion pour les pays francophones actuellement. Hein, et c'est une grosse tâche également. Et moi-même, je suis donc responsable de la diffusion du paradisme sur l'Europe. Bon, je ne vais pas m'interviewer moi-même, mais enfin, je répondrai de temps en temps à des questions. Mais, mes amis intervenants, euh, Marilyn l'a un peu évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le paradisme? Pouvez-vous déjà
dans un premier temps, peut-être, Okuza, si tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on doit entendre par le paradisme, en sachant pertinemment, et j'ai oublié de le dire, hein, tout ce que nous on va apporter sur les 5 piliers, hein, que Marilyn a évoqué tout à l'heure, l'amour, le progrès, le partage, la guidance humanitariste et le bonheur, tout ça c'est coiffé par quelque chose d'important, c'est l'amour, et ça va être les sujets de ces 2 mois, hein, qui vont passer. Le paradisme, Okuza, qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bon, je comprends bien que vous ne soyez pas très familier avec ce genre de nom, mais bon, Wukusa, donc c'est un peu comme la voiture française Laguna. C'est un U, mais on prononce OU. Oh, Et puis voilà, c'est Laguna, donc Wukusa. Et en Kikongo, le S se dit S, même entre deux voyelles, c'est S. Ce n'est pas comme en français où on dit après entre deux voyelles, ça fait Z, hein. Donc c'est Wukusa. Alors, cela étant dit, voilà, cela étant dit, le paradisme, je pense que Marilyn a bien défini ce que c'était. Donc, c'est un système d'organisation politique et sociale qui vise à mettre l'humain au centre des préoccupations. Jusque-là, on avait, on va dire, 2 systèmes d'organisation qui étaient en concurrence. Il y avait le communisme et il y avait le capitalisme. Très rapidement, le communisme a montré ses limites parce que ça faisait comme un nivellement de tous les individus. Tout le monde avait droit à la même chose, même maison, même voiture, même ceci, même cela. Et donc, ceux qui font des efforts et ceux qui ne font pas des efforts, ils ont droit à la même chose. Et donc, du coup, bon, quel est l'intérêt de faire des efforts? Que je fasse des efforts ou pas, je vivrai dans la même maison, j'aurai la même rémunération. Et donc, du coup, plus personne ne faisait des efforts. Et donc, très rapidement, le communisme est tombé, a montré ses limites. Donc, notamment, c'était le grand leader, c'était l'URSS, l'ex-URSS. Voilà. Et donc, on n'était resté que le capitalisme. Mais là, aujourd'hui aussi, on voit les limites du capitalisme parce que la planète est complètement paralysée par le profit. Et nous devons aujourd'hui constater que la pauvreté est en hausse croissante, on a des conflits partout et tout ça, c'est dû au capitalisme. Et donc, nous nous proposons, fort donc des messages que Raël a reçus des Elohim, les extraterrestres créateurs de l'humanité en laboratoire, qui ont 25 000 ans d'avance scientifique sur nous. Et donc, ils nous ont proposé un système politique qu'eux, ils ont mis en place chez eux et qui fait que toutes les tâches, on va dire, toutes les tâches de production des biens nécessaires à l'épanouissement des humains, toutes ces tâches sont accomplies par des robots, par des machines. Et nous, aujourd'hui, sur Terre, nous avons ces machines-là, nous avons la capacité de remplacer toute la main-d'œuvre par des machines. On a déjà commencé à le faire dans beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises de fabrication d'automobiles, dans les brasseries, dans beaucoup d'entreprises. Toutes les tâches aujourd'hui sont effectuées par des robots. Le problème que ça pose, simplement le remplacement de cette main-d'œuvre humaine par des machines ne profite qu'à une poignée d'individus, en l'occurrence les propriétaires de ces entreprises-là, au lieu de profiter à la plus grande masse, à la population générale. Et donc, le capitalisme aujourd'hui a créé un monde dans lequel les entreprises, donc des individus, sont plus riches et plus puissants que des États. Hein, en 2017, par exemple, le Danemark a dû nommer un ambassadeur dans la Silicon Valley auprès des GAFAM. Hein, les GAFAM, c'est un acronyme qui symbolise les grandes entreprises Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et donc, un État, en l'occurrence le Danemark, est obligé de nommer un ambassadeur auprès de ces entreprises, qui à L5 pèse 6 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du 3e PIB mondial. Donc, nous, particulièrement, en tout cas en Afrique, en Kama, hein, on a entendu que Afrique, c'est le nom qui résulte de la colonisation arabe de l'Afrique au début, je crois, premier millénaire, quelque chose comme ça. Ça correspond à une petite ville en Tunisie, hein, centrée sur la ville de Carthage. C'est ça qui était Afriquia, qui a donné après Afrique. Mais les habitants de ce continent ne s'appelaient pas Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit Kama comme provenant en fait du nom qu'on avait en Égypte antique. Donc, nous, aujourd'hui, en Kama, cette problématique nous intéresse particulièrement parce que 60% des pauvres de la planète vivent aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Et on a, dans le classement qu'on a, tous les classements que nous avons de jugement de richesse, de pauvreté, on se rend compte que, je prends le cas du dernier rapport de Oxfam, hein,
Oxfam fait état du rapport du PNUD qui classe les États selon l'indice de développement humain, l'IDH. Et sur 228 pays de la liste, on retrouve 20 pays qui sont enfin, les 20 derniers sont des pays africains, sauf le Yémen qui est en guerre totale. Mais tous les autres pays, on retrouve la RDC, on retrouve le Niger, le Burkina, la Guinée. Or, paradoxalement, ces États sont considérés comme des scandales géologiques. D'où la question. Comment l'Afrique peut-elle détenir le tiers des réserves mondiales, tous minéraux confondus, diamants, or, cuivre, manganèse, cobalt, tous ces diamants? L'Afrique détient le tiers de toutes ces réserves. Mais ça doit encore être le continent le plus pauvre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le cas spécifique de mon pays voisin, la RDC qui est à côté, il est le premier producteur mondial de cobalt. C'est le minerai qui est utilisé pour la fabrication de millions de voitures électriques, des milliards de smartphones. Et la RDC fait partie de ces 20 derniers pays. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les inégalités sont créées par le capitalisme. Les États-Unis d'Amérique, quand ils viennent acheter le cobalt, acheter l'or, acheter le fer, c'est eux qui fixent les prix. Et moi, si je veux acheter une voiture américaine, une Cadillac, une Ford, c'est toujours les États-Unis qui fixent les prix. Donc, dans les deux cas, quand eux, ils achètent, quand l'Occident achète, l'Occident fixe le prix de la marchandise. Quand l'Occident vend, l'Occident fixe le prix de la marchandise. Bon, il y a quand même un problème, voilà. Et donc, il y a quand même un problème, voilà. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de... à cause de ces notions de profit, on a, par exemple, le Niger, qu'on dit premier producteur d'uranium, mais les Nigériens ne voient aucun sou provenant de cette vente d'uranium. Pourquoi? Parce que la plus grande mine d'uranium avait été cédée en 1968, avait été cédée à la France, en fait, à l'ancêtre de Orano, hein, à Reva. Voilà. Pour 75 ans. Ça veut dire que les Nigériens ne peuvent avoir quelque chose de cette exploitation qu'en 2043. Or, c'est avec ça qu'on fait fonctionner les centrales nucléaires en France et ainsi de suite. Donc, c'est ce capitalisme-là qui profite à quelques individus qui ont mis en place un ensemble d'artifices pour, comment on dit ça, s'accaparer des richesses de la planète et eux avoir un niveau de vie extrêmement élevé pendant que les milliards de gens sont affamés. Alors, le rapport de Oxfam dont je parlais dit que les 10 personnes les plus riches du monde, Oxfam, c'est une ONG française qui parle souvent de ces inégalités-là. Donc, les 10 hommes les plus riches du monde détiennent plus que 3 milliards de personnes les plus pauvres du monde. C'est-à-dire que 10 personnes. Leur richesse est supérieure à 3 milliards d'individus. Alors, ça, c'est un des constats qu'on peut faire sur cette affaire de capitalisme. Mais pour justifier toute cette politique, on arrive donc à faire des guerres un peu partout. Et l'Institut international de recherche de la paix basé à Stockholm, CIPRI, a récemment sorti un rapport dans lequel il dit les dépenses militaires de l'année 2023 atteignent 2443 milliards de dollars. 2443 milliards. Et dans le même temps, on a 700 millions de personnes à travers le monde qui sont dans une extrême pauvreté, c'est-à-dire qui vivent avec moins de 2,15 dollars par jour. Alors, si on prend ces dépenses militaires, parce que nous, pour nous, Raéliens, on dit l'armée est à supprimer, l'armée ne sert à rien. Si on prend ces dépenses militaires, 2443 milliards de dollars, et qu'on les divise par les 700 millions de personnes, ces personnes se retrouvent chacune avec 10 dollars par jour. Donc, sortent immédiatement de la pauvreté. Voilà. Donc, nous, dans le paradigme, ce que nous proposons, ce que proposent les Elohim dans les messages, c'est deux choses. Supprimer la propriété. Supprimer la notion de propriété, de sorte que tous les biens soient loués pour 49 ans. Ensuite, supprimer l'héritage. Faire en sorte que la personne, pour ne pas retomber dans l'erreur du communisme, faire en sorte que la personne peut faire de l'argent, mais pour elle-même, mais pas pour ses enfants. Donc, tout ce que, si tu crées une entreprise, tout ce que ça te rapporte, ça te permet de bien vivre pendant que tu es vivant. À ta mort, ça repart à la communauté. Tu peux avoir 1000 maisons si tu veux, tu te promènes partout, tu les loues pour 49 ans. À la mort, ça repart à la communauté. Ça évite d'avoir des cas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on en parle souvent. Bon, on regarde sur Internet, on dit que c'est juste, comment on dit ça, c'est juste une anecdote, mais il semble
qu'il y ait un chien qu'on appelle Gunther III qui avait hérité 100 millions de dollars de sa maîtresse qui était décédée. Sa maîtresse n'avait pas d'enfant et elle avait beaucoup d'argent. Et donc, comme héritier, ils ont légué 100 millions de dollars à un chien. Pour info, les chiens, ça se mange en Afrique. Hein? Pour info, c'est de la nourriture. Bon. Mais on a légué donc 100 millions de dollars à un chien et l'héritage donc de Gunther III s'est transmis après à son enfant chien, Gunther IV, à son enfant chien, Gunther V, et aujourd'hui on est à Gunther VI. Et donc c'est un chien qui se déplace dans des jets privés, voilà, dans des jets privés et qui a des villas à gauche à droite et tout ça, un chien. Il n'est pas aux abois. C'est un chien qui n'est pas aux abois. Un chien qui n'est pas aux abois, qui a des hôtesses à son service, qui a tout un... Voilà. Voilà. Donc, c'est cela. Nous voulons effectivement mettre un système qui donne la priorité à l'humain. Parce que le capitalisme aujourd'hui, c'est l'argent qui l'intéresse, le reste, ce n'est pas son problème. Donc, on arrive quelque part, on trouve une richesse dont on a besoin, le coltan, on trouve le cobalt, on trouve quoi. Au lieu de chercher à créer un partenariat gagnant-gagnant avec les occupants de cette terre, mais on cherche à les déloger, on crée une rébellion, on crée une maladie, on fait la pagaille de sorte qu'ils puissent quitter là et qu'on exploite ces richesses parce qu'on veut avoir des profits pour acheter toute la planète. Non, l'amour, c'est faire en sorte que tout le monde se sente bien. Tout le monde, aujourd'hui, on a la possibilité de donner de la nourriture, de donner un toit, de faire soigner l'accès à l'éducation, aux soins à tout le monde. Et donc, ce qui nous manque, c'est juste l'amour qui nous manque pour faire ça. Voilà, j'ai été un peu lent, mais voilà un peu ce que ça m'inspire, moi. Le paradisme. Cette notion de paradisme et de l'amour, voilà. Je te remercie, c'est super. Effectivement, tu touches quelque chose qui est important. Yahvé, quand il a rencontré Raël, il lui a dit une petite phrase qui est quand même pas rien. Vous avez tout sur la terre. Vous avez tout. Ça veut tout dire, hein. C'est-à-dire qu'on a de la technologie, on a de l'organisation, on a enfin des tas de choses comme ça, et même un état d'esprit qui pourrait être là. On a tout sur la terre pour faire un paradis. Et il dit, il vous manque simplement une toute petite chose. C'est un peu d'amour. Un peu d'amour, effectivement. Oui. Donc, Ananta, si on parlait d'amour. Comme dans la chanson, parlez-moi. D'amour, oui. D'amour. Mais ça doit être le pilier. Ça doit être vraiment le pilier fondateur du paradisme. Tout à l'heure, dans l'introduction, Marilyn a parlé du capitalisme et de la compétition. Et on voit dans quel monde on arrive avec cette compétition poussée à l'extrême, où il n'y a plus d'humanité, il n'y a pas du tout d'amour. On se marche les uns sur les autres pour arriver plus vite, plus loin, pour gagner plus, pour nourrir encore plus son ego. Et le paradisme, ça va être l'inverse de ça. Ça va être basé sur l'amour, c'est-à-dire faire les choses pour le bien commun, pour le bonheur de tous les gens. On disait dans les temps anciens d'aimer son prochain, et bien là, on va même aimer son lointain et son très lointain. C'est vraiment construire tout le système. Alors, je ne veux pas rajouter, Okusa a magnifiquement expliqué tous les rouages du paradisme, en prenant en plus l'exemple de Kama. Alors, donc, les Occidentaux qui exploitent depuis des millénaires Kama. Mais ça doit être, on va voir, je crois, dans le courant de cette émission et dans les émissions futures, effectivement, plus d'autres piliers, donc le partage. Mais il faut retenir vraiment que le pilier central, le pilier constructeur, le pilier fondateur, ça doit être l'amour. Ça doit être vraiment la ligne directive qui doit guider le paradisme. Voilà. OK. Donc, on doit considérer en fait que l'amour, c'est le moteur qui doit en fait guider. Le moteur est, je dirais, la boussole qui doit guider l'humanité
dans son chemin. Nous passons un chemin initiatique, là. Nous avons été créés scientifiquement il y a très longtemps, hein, quand ils sont venus sur la Terre il y a 25 000 ans, la planète était complètement vierge. Ils l'ont aménagée, ils ont fait un terraforming formidable. Il fallait beaucoup, beaucoup de science, de connaissances, mais aussi beaucoup d'amour pour faire tout ce qu'ils ont fait. Et surtout quand ils ont commencé à créer la vie scientifiquement, là où c'était interdit chez eux, parce que chez eux, ils avaient un peu la trouille. Il y avait comment on les appelle, Roger Beauvais ou José Bové aussi, on avait des José Bové ici en France, à une certaine époque, qui était un petit peu tout contre tout ce qui était inquiétude scientifique. Là-haut, c'était pareil. Donc, ils ont dit aux scientifiques, allez jouer sur d'autres planètes. On est capable donc de partir dans l'espace. Euh, donc, ils avaient beaucoup d'amour pour leur peuple en disant, il faut qu'on les protège, notre peuple. Et puis, si vous, scientifiques, vous voulez aller vous amuser, ben, c'était avec beaucoup d'amour. Ils leur ont donné les moyens pour aller partir dans l'espace, pour aller faire leurs expériences. Et ils sont venus sur la Terre. Et quand ils ont créé la vie sur la Terre, ben là, ils l'ont fait avec joie, plaisir et autres. Puis il y a des petits rebelles qui ont été un petit peu à l'encontre donc de leurs ordres, où il fallait surtout pas faire des humains. Eux, ils l'ont fait, ils ont créé des humains. Ça a été des rebelles, ça a créé des gros incidents diplomatiques et politiques chez eux, mais ils les ont quand même passés. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, quand ils ont compris qu'en fait la vie sur la Terre et surtout les humains étaient là pour quelque chose, c'était pas que pour créer des humains, mais il y avait un sens à tout ça. On le découvrira dans le courant des émissions plus tard. Mais il fallait beaucoup, beaucoup d'amour. Et ils nous disent donc, vous avez tout sur Terre et il vous manque un tout petit peu d'amour. Donc l'amour, il y a une question qui est posée là. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Désolé, mais elle est sage ici sur Terre peut le dire. C'est faire en sorte que l'autre soit heureux sans attendre quelque chose en retour. Faire en sorte que l'autre soit heureux sans attendre quelque chose en retour. Quand je dis je t'aime à quelqu'un, voilà ce qu'on devrait entendre dans notre propre tête quand on dit cela. Et au niveau politique, au niveau gouvernemental, au niveau sociétal, c'est exactement pareil que pour l'individu. Messieurs du gouvernement, messieurs des gouvernements, faites en sorte que tout ce que vous allez faire va être quelque chose qui est fait pour le bien-être de l'humanité. Faire en sorte que l'autre soit heureux, soit dans le bien-être. Et on en est encore un petit peu loin. Le détail de tout ce qu'a développé Wukusa tout à l'heure, c'est fantastique. Il y a des quantités de gens qui sont venus profiter des terres, et puis d'un seul coup, ils en ont profité, ils en profitent toujours, et ils ne redonnent rien en échange. C'est pas de l'amour, ça, c'est du commerce. Hein, donc, il y a des choses qui sont à revoir. Donc, ben, Ananta ou qu'est-ce qu'on parle de l'amour? Comment vous pouvez nous en parler avec la notion du paradisme? Je vous laisse la parole. L'amour. D'accord. Mais- Mon micro était fermé, voilà, c'est oui, ça. Non, en fait, il faut dire que les humains, en règle générale, les humains fonctionnent avec, bon, si on prend le thème informatique, on va dire deux systèmes d'exploitation. Donc, justement, il y a l'amour et il y a la peur. C'est les deux systèmes d'exploitation en général qui guident toute l'action des humains. Donc, si on repère de la nourriture, on repère quelque chose d'agréable, on active l'émotion de l'amour. On est content, on avance vers la chose. Voilà, on est attiré. Mais si au contraire, on perçoit un danger ou quelque chose de toxique, à ce moment-là, on recule, on a peur et on recule. Voilà. Et donc, ce sont ces deux actions, tous nos comportements sont basés sur l'amour ou sur la peur, en général. Maintenant, et ça c'est au niveau individuel, mais c'est la même chose aussi au niveau des communautés. Donc, si une communauté se sent en sécurité, il n'y a pas de problème et tout ça, on a tendance donc à être épanoui, à avoir des inventions, à avoir la liberté d'expression et tout ça. Mais si au contraire, la communauté sent être en danger parce qu'il y a une maladie, il y a une guerre qui s'approche et tout ça, à ce moment-là, c'est plutôt, on a besoin d'un dirigeant qui soit fort pour faire face à l'ennemi, à la menace. Et l'art, on va dire, l'art des hommes politiques, c'est de convaincre les sociétés, convaincre les populations qu'elles sont en danger. Et c'est pour ça que régulièrement, nous entendons crise sanitaire, crise économique, crise ceci, crise cela, pour continuer à
entretenir cette peur et faire en sorte que les populations acceptent ce qu'elles n'auraient pas pu accepter. Voilà. Mais par définition, une crise, c'est quelque chose, c'est ponctuel. Voilà. Hein, tu fais une maladie, ça se stabilise, et puis paf, il a fait une crise. Donc, la crise, bon, c'est un événement ponctuel, c'est très grave, ou bien on s'en sort, ou bien on meurt. Voilà. Mais malheureusement, nous, on vit dans des crises depuis des décennies. Crise économique, mais ça finira quel jour? Mais ça, c'est juste l'art des hommes politiques de créer donc, de maintenir la peur, de sorte à vous faire passer des lois qui vous permettraient d'accepter des choses qu'on ne peut pas accepter, mais qui viennent enrichir la même minorité dont on a parlé, parce que les gens sont motivés par l'esprit de lucre, l'esprit du profit. Voilà. Tu veux dire que notre société, en fait, est entrée dans une maladie chronique, elle n'est plus en crise. C'est ça, la crise, elle est ponctuelle. Effectivement, la crise, elle est ponctuelle. Et donc, aujourd'hui, dès lors que nous avons utilisé l'énergie atomique, parce que c'est ça fondamentalement, on a utilisé l'énergie atomique le 6 août 1945. À ce moment-là, si on continue à vivre dans la peur, parce que la peur, après, ça nous pousse à avoir des moyens d'autodéfense contre la menace supposée. Voilà, elle peut être réelle ou supposée, mais en tout cas, c'est elle qui est identifiée comme telle. Et donc, on prend des mesures pour se protéger contre elle. Et ça nous conduit aujourd'hui à la course aux armements. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, les budgets militaires aujourd'hui sont en nette expansion avec les États-Unis en plus. Les États-Unis, à eux seuls, font 37% de toutes les dépenses militaires de la planète. Vous comprenez? Et les gens se mettent à vendre des armes et tout. Et donc, celui-ci crée une arme, moi aussi, je crée mon arme. Mais on est en train de parler des armes nucléaires. Donc, ça veut dire que cette peur va nous conduire vers l'autodestruction. Et si nous voulons, au contraire, donc, vivre sur sauver cette planète, mais c'est l'amour qui doit guider nos actions. Et c'est cet amour qui va nous permettre donc de mettre les machines, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous aide grandement à assumer toutes les tâches qui initialement étaient manuelles. Aujourd'hui, on a la robotisation en outrance, on a tous les moyens pour laisser l'homme, pour libérer l'homme de l'obligation de travailler et que ce soit les machines qui le font. À ce moment-là, l'homme va se consacrer à faire la musique, faire la poésie, faire la méditation, faire la recherche scientifique, mais par plaisir et non pas par nécessité vitale, parce que si tu ne le fais pas, tu vas mourir de faim, tu ne pourras pas te soigner, et ainsi de suite. Donc, la Terre aujourd'hui a vraiment les moyens techniques et financiers d'être un paradis. Mais malheureusement, c'est juste la cupidité de certains individus qui veulent s'accaparer toutes les richesses et laisser les autres dans le dénuement le plus total. Voilà, parce que aujourd'hui même, on parle de même l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est une invention. Donc, on ne peut pas aujourd'hui créer des papiers. Bon, aujourd'hui, on parle maintenant des crypto-monnaies, mais quoi qu'il en soit, c'est quelques individus qui créent des papiers et qui achètent des objets physiques avec ça, sur toute la planète. Et toutes les monnaies aujourd'hui nationales ou sous-régionales, toutes les monnaies sont reliées au dollar. Et le dollar est contrôlé par la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, mais qui est une banque privée qui appartient à des individus. Non, les États ne peuvent pas être plus faibles que des individus. L'État doit avoir un pouvoir de régulation pour assurer le bien-être de tous les individus. Tous les textes aujourd'hui que nous avons proclament l'égalité des hommes, tous les hommes naissent égaux en droit et tout ça, mais tous les hommes qui naissent égaux en droit doivent également naître à peu près égaux en fortune. Donc on ne peut pas, il est inadmissible qu'il y ait des génies qui meurent de faim et à côté d'eux, il y a des enfants peu intelligents qui vivent dans l'opulence grâce à la fortune amassée par leurs parents. Alors que ces génies, s'ils avaient les minimums vital, ces génies auraient pu faire des découvertes qui profiteraient à toute l'humanité. Mais les génies sont dans le dénuement parce qu'ils n'ont pas eu des parents qui ont eu accès souvent aux ressources publiques, souvent aux ressources de ces multinationales pour assurer donc à leur progéniture sur même des siècles. Voilà, un niveau de confort dont ils n'ont pas forcément besoin. Voilà. Tu rentres dans... C'est vraiment... Oui, vas-y, oui. termine, je t'en prie. Non, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment l'amour qui doit guider les actions de nos gouvernants. Mais si on continue avec cette notion de peur,
où on crée la peur chez les gens pour pouvoir rester en fonction. On crée la peur chez les populations, mais on va aller droit vers l'autodestruction. Donc, c'est l'amour qui peut nous conduire vers l'âge d'or, l'âge où toute la planète sera un paradis, c'est-à-dire un monde de bonheur et d'épanouissement pour tous. Super. Là, tu as abordé déjà beaucoup de sujets qu'on va traiter pendant les mois, pendant les quelques séquences que nous allons passer ensemble pendant les 10 mois qui viennent. Hein, mais tu as déjà bien abordé tout cela et c'est excellent parce que tu nous mets en appétit, hein, pour la suite à donner. L'amour, on va rester quand même toujours sur cette notion que tu as bien développée au niveau de l'amour. Ananta, toi, de ton côté, tu vois un gouvernement, du moins un collège de guidance et autres, et comment doit-il œuvrer pour être en amour avec lui-même et avec son peuple? Comment tu vois ça? Alors, avant de répondre à ta question, Jean-Pierre, il y a un point là, que j'ai adoré dans le discours de Hokusa. Euh, En ce moment, à Kama, je ne sais pas, mais je suppose aussi, mais en tout cas en France, en Europe, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Ça fait peur. Oh là 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 là, ils vont prendre le dessus. Alors j'adore, il y a la phrase de, je sais plus, je crois un humoriste qui a dit, bon, finalement, je préfère l'intelligence artificielle à la bêtise humaine. Oui, et pour revenir à l'amour, mais si l'intelligence artificielle est mise entre les mains de personnes, alors on va parler bien sûr du collège de guidance de ces personnes, qui sont des personnes aimantes, dont le seul objectif n'est pas nourrir leur ego, nourrir leur porte-monnaie, mais l'amour de tous les gens de la planète. L'intelligence artificielle va être mise au service de cet amour et ça va devenir un outil qui va être fantastique. Par contre, effectivement, j'entendais il y a 2, 3 jours, c'est un joli nom, c'est dommage, Lavender, le système de défense de Tsahal, l'armée israélienne. Donc ça veut dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour détruire, pour faire le mal, voilà, pour détruire. Et je prends toujours cet exemple d'une main. La main humaine, elle peut caresser, elle peut masser, elle peut donner du plaisir, elle peut frapper, et si elle frappe à certains endroits précis du corps humain, elle peut tuer. Donc voilà. L'amour, ça peut être aussi le choix entre utiliser les outils pour le bonheur de la planète, pour le bien de la planète, et hélas pour sa destruction. Alors pour revenir à ta question, Jean-Pierre, oui, alors plutôt que, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, moi j'aime beaucoup utiliser le terme de collège de guidance. On utilise d'ailleurs le terme de guidance dans le paradisme. Bah pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup parler aussi, comme de l'intelligence artificielle qui fait peur, du gouvernement mondial. Et là, derrière gouvernement mondial, il y a donc un groupe de personnes très puissantes, très influentes, très mystérieuses, qui manipuleraient bien entendu dans le mauvais sens. Et apparemment, ces gens-là ne seraient pas guidés justement par l'amour. On revient au moteur initial, ce que j'adore moi appeler le pilier de base, le pilier de fondement du paradisme, que doit être l'amour. Dans le cadre d'un collège de guidance. Donc déjà, c'est pas une seule personne qui tient tous les pouvoirs, ça peut rappeler quelqu'un ici en France. Non, c'est un ensemble de personnes, mais un ensemble de personnes au-delà de leur spécialité peut-être, de leur capacité ou de leur connaissance, c'est surtout leur, euh, leur capacité d'amour, d'aimer, de mettre à disposition de l'humanité leur vie, leur temps, leur énergie, et en même temps aussi bah, leur capacité. Tant qu'à faire, si j'ai un problème de santé très spécifique et que je veux me faire soigner de manière vraiment professionnelle, je vais essayer de trouver un médecin qui est vraiment le médecin le plus spécialisé dans le cas de maladie que j'ai. Et bien là, au niveau du collège de guidance, ce va être des personnes toujours guidées par l'amour, on est d'accord, c'est pas leur professionnalisme qui va passer en premier, c'est l'amour de l'humanité qui passe en premier, et par cet amour et pour cet amour, ils vont mettre à disposition de l'humanité toutes leurs connaissances spécifiques. Et donc là, ça va donner un collège de guidance qui sera composé
d'hommes, de femmes de tous les pays de la Terre. Il n'y a aucune ségrégation, que ce soit de genre, de race, d'origine ou quoi. C'est vraiment leur grande capacité à aimer l'humanité. Et puis, ben, après, effectivement, leur spécialité dans leur connaissance. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Pierre. Oui, en partie, oui. La, la notion d'amour, oui, je t'en prie, oui. Oui, Jean-Pierre, oui. Oui, l'intervention d'Ananta enfin, m'a fait une réflexion là sur la notion donc de l'intelligence artificielle dont les gens auraient peur parce que bon, ça peut créer des problèmes et tout ça. Je voudrais rappeler une citation de Isaac Asimov qui disait que si la connaissance peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. D'accord? Donc, C'est une belle l'intelligence phrase. artificielle, ça reste un c'est ça. L'intelligence artificielle, ça reste un outil que nous sommes en train de déployer. Et donc, nous restons au contrôle pour l'orienter dans le sens voulu. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est découverte scientifique. Voilà. Dans les travaux, par exemple, les travaux publics, hein, quand on construit, par exemple, des routes, nous utilisons, les ingénieurs utilisent des explosifs pour casser des montagnes et faire passer la route à travers les montagnes. Vous comprenez? Et donc, si ces explosifs se retrouvent entre les mains des gens qui ne sont pas conscients, donc des explosifs qui peuvent casser la montagne pour faire passer la route, mais ça peut être utilisé également pour détruire la maison d'un voisin avec lequel on aurait un différend. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours c'est le niveau de conscience. Et donc, on revient à la même question, à la question de l'amour. C'est le niveau de conscience, le niveau d'amour qui doit déterminer toutes nos actions. Et dans un monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'argent est une invention, l'argent a été créé. Hein, donc, aujourd'hui, il y a un ensemble d'évolutions, mais au départ, c'est vraiment une création, une invention où on crée des papiers pour prendre des richesses, des choses physiques. À l'origine, donc, $1 correspondait à une quantité d'or. Aujourd'hui, ça a évolué, ça ne correspond plus à rien, ça correspond à une dette. Ça dit que quelqu'un qui va en banque pour prendre un prêt de, je sais pas combien, 10 000 euros, 10 000 dollars, il va rembourser avec 15% d'intérêt et les 150 du dessus n'existent pas. Donc la banque crée ces 150 euros de plus ou 1500 euros de plus juste par le fait qu'on est venu emprunter. Mais bon, mais tout ça, ça va tendre vers la fin. Et donc, on va arriver demain à un monde sans argent, sans propriété. Et comment est-ce que les relations humaines vont s'établir? Quel va être l'indice de valorisation des individus? Puisque l'argent n'existe plus et tout le monde peut avoir les mêmes vêtements, tout le monde peut avoir les mêmes voitures, tout le monde peut avoir les mêmes maisons. Les rapports humains seront régis par quoi? C'est par l'amour simplement, par l'amour, la capacité à aimer, la capacité à faire rendre les autres heureux, à aider les autres, à être solidaire et tout ça. Voilà. Et donc, pour arriver à ça, donc le paradisme, nous, c'est comme, on va dire, comme un peu l'équivalent du capitalisme et du communisme, c'est-à-dire que ce sont des systèmes d'organisation économique, organisation sociale. Mais pour y arriver, nous pensons que c'est des gens qui sont les plus aptes d'entre nous, qui peuvent comprendre cette nécessité et mettre ce système en place. Et donc, au niveau du choix des dirigeants politiques, on va arriver à ce qu'on a appelé le collège de guidance, ce qu'on appelle la géniocratie. Mettre les plus aptes d'entre nous, parmi tous les humains, tout le monde ne peut pas avoir la même aptitude à diriger les autres. Donc, on prend les plus aptes, comme on l'a dit, on est malade, on choisit le meilleur médecin pour nous soigner ou pour soigner notre enfant. Donc, c'est les génies qui doivent diriger, on appelle la géniocratie, c'est le collège de guidance. Des gens qui ont à cœur de faire le maximum de bonheur, apporter le maximum de bonheur à leur population. C'est eux qui vont venir nous diriger demain. Voilà le complément que je voulais faire, Jean-Pierre. Il y a quatre points que les Elohim nous apportent aussi, qui sont importants. Ils nous disent, tu jugeras toute chose par rapport à quatre niveaux de conscience. Quelqu'un de vous deux peut nous en parler? Oui, si je ne m'accapare pas la parole, sinon à Nantes, je laisse à Nantes. Si je ne m'accapare pas la parole, je ne caporalise pas la parole. J'y vais ou à Nantes? Non, vas-y, j'adore t'écouter, vas-y.
C'est ça. Donc, les Elohim, qui encore une fois sont nos créateurs, donc ils ont 25 000 ans d'avance scientifique sur nous. Et donc, ils sont tentés de nous aider à suivre la voie de la sagesse. Et ils nous ont dit, dans les messages qu'ils ont remis à Raël en 73 puis en 75, que tous les actes que nous posons doivent être analysés Mesuré. par rapport à 4 plans. Voilà. Donc, le premier plan, c'est l'infini. L'acte que je suis en train de vouloir poser. On fait l'analyse, comment on dit ça, en amont. Hein? On fait l'analyse en amont. Ce n'est pas qu'on a posé l'acte et puis on commence à faire. Non, on fait l'analyse en amont, avant de poser l'acte. Donc, est-ce qu'il est conforme à l'infini? Voilà. Qu'est-ce que cet acte, quelles sont ses implications par rapport à l'infini? L'univers qui est infini. Voilà. Deuxième niveau, c'est par rapport aux Elohim. Ce que je fais, est-ce que les Elohim, c'est ce qu'ils attendent de nous, nous les humains? Voilà. Troisième niveau, c'est par rapport à la société. Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que la société autorise? Voilà. Ça peut être bien pour la société, mais si c'est condamné par les lois de la société, on ne le fait pas. On travaille pour faire évoluer ces lois. Mais à l'instant T, on ne pose pas l'acte parce que sinon, après, on se retrouve derrière les barreaux. Donc, on ne pose pas l'acte s'il n'est pas conforme à la société, mais on peut travailler, on travaille, on peut militer pour faire évoluer les lois de la société. Voilà. Quatrième plan, c'est par rapport à soi-même, par rapport à l'individu. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien pour ma santé? Est-ce que c'est bien pour moi en tant qu'individu? Et donc, si l'acte, comment on dit ça, traverse ces quatre filtres, à ce moment-là, on peut poser l'acte. Voilà. S'il y a un des filtres qui ne marche pas, on s'arrête. On peut même, voilà. Oui, tout à fait. Et on peut même aller plus loin. Là, tu parles d'acte, mais un individu, généralement, il pense, il parle et il agit. Et je pense qu'on doit être responsable vraiment sur ces 4 plans, sur ces trois axes qu'un humain utilise. Est-ce que ce que je pense, je dis et je fais peut passer par rapport à ce filtre, hein? Tout à fait. C'est ça, parce qu'on doit être cohérent. On doit être cohérent dans nos pensées, nos paroles et nos actes. On doit être cohérent. Absolument. L'amour, on va revenir sur cette notion d'amour. On est dans une société qui très tôt, dans le plus jeune âge, on nous enseigne déjà la compétition. Très tôt. Il faut que tu sois meilleur que tes petits copains. Il faut que tu sois à la tête de ceci. Il faut que tu sois. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans une université. Je me rappelle, moi, quand j'ai fait mes études de médecine, ben, on en était arrivé à presque se bagarrer à être les premiers au détriment de l'autre. On n'allait pas l'aider. Alors que les Elohim nous enseignent une chose qui est extraordinaire. Ils l'ont enseigné tout le temps depuis que nous sommes là, pratiquement sur la terre avec eux. Ils nous disent, aimez-vous les uns les autres, tu ne tueras pas, hein, et aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? On l'a vu tout à l'heure, c'est faire en sorte que l'autre soit heureux et du bien-être. Plutôt que la compétition dans l'enseignement très tôt dans la jeunesse des enfants, est-ce qu'il serait peut-être pas judicieux plutôt que la compétition de commencer à enseigner cette notion d'amour? Comment vous voyez cela? Je pense qu'il y a urgence, mais vraiment grande urgence. Parce qu'effectivement, on voit. Alors, c'est assez rigolo d'ailleurs qu'on voit que le capitalisme est en lien total avec le darwinisme. En gros, c'est le plus fort qui arrive le premier, qui mange l'autre, qui écrase l'autre pour arriver plus haut. Et ça, bah, on voit effectivement ce que ça a donné, puisque on l'espère, à l'aboutissement positif. Mais il y a vraiment urgence à mettre en place, en lien toujours avec l'amour, toujours, c'est la coopération. Euh, et non plus la compétition. De toute manière, euh, le choix, il est simple. Il y a deux voies, hein, deux directions. C'est soit on garde la compétition qui va nous mener à la destruction, soit on prend la voie de la coopération qui va nous mener effectivement à l'amour, au partage, au bonheur, à une civilisation, une humanité qui est complètement épanouie et qui a plaisir. Naturellement, les enfants, pas
pas quand ils commencent à être déformés par l'éducation de l'école ou de leurs parents, mais quand ils sont vraiment plus jeunes. Si vous mettez trois, quatre enfants de langue, j'ai pu étudier ça avec ma nièce à l'époque, hein, elle a 30 ans maintenant, avec des petits-enfants qui venaient d'Australie, des États-Unis, donc ils parlaient pas du tout la même langue. Eh ben, automatiquement, ils coopèrent pour jouer ensemble en harmonie. À partir du moment où ils sont pas déformés par une éducation où on va leur apprendre à il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu aies les meilleures notes, les meilleures images, les meilleurs dessins, que tu sois la première. Moi, je le vois là, une de mes petites nièces, mais elle en pleure, la ch'tite, elle a 8 ans, elle en pleure parce que pourquoi on a sélectionné sa copine et pas elle, alors que son dessin était largement aussi beau pour elle. Donc, ça veut dire qu'à l'école, on leur enseigne ça, les parents leur enseignent ça. Et là, on n'a pas d'autre solution. De toute manière, il n'y a même plus trop à se poser la question. Si on continue comme ça, on va vers la destruction. Il faut vraiment qu'on bascule très, très, très vite. Et je suis content de savoir que de plus en plus de personnes adhèrent aux idées, à la philosophie, je dirais, paradiste. On doit aller vers la coopération. C'est ce qui va nous faire sortir de l'impasse. Mhm. Tout à fait. Revoir cette notion donc de se tourner vers l'autre pour aimer, l'aider et autres, c'est l'apprentissage numéro un qu'on devrait donner dans tout le parcours initiatique de l'enfant, quoi, hein, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et puis ensuite, ben, c'est facile. On est en fait le fruit de notre parcours initiatique d'enfant. Rappelez-vous, une chose qui est importante, c'est que c'est à table au repas du matin, du midi ou du soir, que se passe énormément de choses au sein de la famille. Ça, c'est un appel que je lance à la famille. C'est attention à ce que vous allez entretenir comme propos pendant que vous êtes à table avec vos enfants, parce qu'un enfant, c'est un cerveau qui est avide d'alimentation de ce qui se passe autour de lui. Et quand il entend donc des propos qui sont malveillants vis-à-vis donc de quelque chose, de quelqu'un, eh bien on arrive bien sûr à un moment donné à façonner un cerveau d'enfant qui va devenir adulte et qui aura ces marques qui seront là, et c'est pratiquement indélébile à partir du moment où il n'y a pas une contre-mesure. Et on arrive automatiquement à nous regarder de pays en pays avec les mêmes réflexes. C'est ça qui est quand même terrible. C'est que pourquoi aujourd'hui un pays qui est en difficulté doit être la cible donc d'un autre pays parce qu'il est fragilisé ou il ne pense pas pareil. Dès qu'un pays, un peuple ne pense pas pareil, on en fait un ennemi. Alors qu'on devrait simplement peut-être dire allons à la table en face et puis discutons ensemble, on se comprenne. Pourquoi vous réagissez de telle manière? Qu'est-ce qui fait que vous avez telle difficulté et autres qui vous fait peur? Tout à l'heure, on parlait donc de la notion de peur. Ben, c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire. Les peuples ont peur les uns des autres, quelque part. On a un atavisme qui est là, un héritage éducationnel qui fait qu'on regarde l'autre avec méfiance. On est obligé de faire des contrats d'alliance juridiques et autres pour pouvoir fonctionner ensemble. Alors que si les pays et les gouvernants étaient en mesure de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe? On vous sent pas bien, vous, le peuple à côté. Que pouvez-vous nous dire de ce qui se passe, de manière à ce qu'on puisse comprendre et puis réagir de manière à pouvoir vous aider, plutôt que de profiter de vous. Là, c'est peut-être quelque chose qui devrait aller dans ce sens-là, au niveau de l'amour. C'est un apprentissage que là, je lance aux gouvernants et puis à tout adulte, hein, pour sa propre culture. L'amour, c'est quelque chose, c'est un terrain, un jardin qui s'entretient et il faut être un merveilleux jardinier pour faire éclore en fait de cette fleur qu'est l'amour. Il est quelle heure? Il est 56. On a dit que l'émission devait durer 50 minutes, les amis. Heureusement, on a encore le mois prochain, le dernier samedi du mois, le deuxième épisode sur l'amour. Hein, et puis après, on passera donc à deux autres épisodes, 2 mois suivants, qui seront donc le progrès
parce que l'amour, c'est merveilleux, mais ensuite, il faut aussi peut-être faire quelque chose de nos mains, de notre cerveau, de faire bouger ce qui est entre nos deux oreilles, faire en sorte que ça ne soit pas un petit poids, mais un beau cerveau qui fonctionne. Hein. Donc, on parlera du progrès également. Mais donc, le prochain voyage ensemble, donc, ça sera le samedi 25, je crois, je ne sais plus exactement, le dernier samedi du mois de mai, on sera là pour parler et compléter donc tout ce qu'on a pu entendre sur l'amour. Je vous invite à ne pas hésiter dans les commentaires de l'émission que vous pouvez retrouver sur le net, de mettre des commentaires, tout ce que vous avez comme idée sur l'émission que vous venez d'entendre, et ce que vous suggérez aussi à propos donc de l'amour. Ce sera donc de la matière sur laquelle on pourra aussi comment dire, évoluer donc le mois prochain. Cette émission, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Donc, on y participe, hein, bien sûr, de la manière dont on peut faire. Je vais l'ouvrir simplement, je parle à la technique, là. Juste à la technique. Vous allez ouvrir les micros. Si je prends une question, on ne pourra pas en faire plus parce qu'on ne veut pas durer plus longtemps. Une question du public. S'il y a une question du public, que la personne qui a envie de la poser, la pose, elle met une petite main comme ça sur l'écran et puis on va prendre sa parole. S'il n'y a pas de main, on va clôturer pour la matinée. À la technique, il y a des mains? Non? Non. Dès qu'il y a une main levée, elle apparaît en début de D'accord, ok. galerie. Bon, ben apparemment, il n'y a pas. Donc, ben, on aura certainement vos questions dans les commentaires que vous allez nous envoyer. Et puis, ben, on se régalera pour pouvoir la poser. L'amour, faire en sorte que l'autre soit heureux. Vous avez tout sur la terre, vous avez tout pour pouvoir réussir un paradis fantastique. Il vous manque simplement qu'une toute petite chose, l'amour. C'est le message qui est envoyé à l'humanité. À bientôt, donc à samedi prochain, fin de mois du mois de mai. Et puis, ben, on va se régaler de vous retrouver parmi nous. À bientôt. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert.